Donc bonsoir. Moi je vais vous parler de comment faire un logiciel industriel open source autour de briques académiques. Alors c'est notre expérience à D'accord, notamment sur le projet que moi je dirige et dont je vais me servir comme exemple. Donc qu'est-ce qu'on fait nous dans ce projet-là? On fait de la preuve de programme. C'est assez proche de thématiques scientifiques et on verra pourquoi du coup ça implique des briques académiques. Donc par exemple on a un programme ici, donc c'est un langage ADA. Il y a des contrats, donc des contrats c'est ces petits mots pré, post, où on dit en gros ce que doit faire le programme. Donc ça s'appelle une spécification, c'est les flèches du bas, et derrière l'outil va faire des preuves et nous dire oui vraiment le programme tel que je l'ai implémenté respecte cette spécification ou pas. Donc là c'est juste pour poser un peu le décor de ce projet-là, mais c'est pas tellement important. Le but de cette présentation c'est que ça puisse vous servir dans d'autres contextes, donc n'hésitez pas à m'interrompre. Donc ce logiciel-là il est basé sur plein de briques académiques. Alors il y en a comme celle-là en tout petit pointillé, c'est juste partagé avec le compilateur et c'est très très vieux, donc c'est il y a 30 ans, ça a été fait à l'université de New York. Donc ça c'est juste des traces. Par contre toutes les briques en rouge plein là, Y, qui est cette partie centrale, CVC5 là-bas, Coq, ça c'est vraiment développé dans des équipes académiques universitaires. Et donc qu'est-ce que ça fait? Juste pour vous donner en filigrane l'architecture de cet outil, c'est que pour faire ces preuves, il y a une plateforme intermédiaire là, qui s'appelle Y3 qui va viser derrière ce qu'on appelle des prouveurs, donc principalement des prouveurs automatiques. Donc toute cette partie-là, là, c'est des prouveurs automatiques. Bon, ça, c'est un prouveur interactif. Et donc il y en a quelques briques que j'ai mis en pointillés rouges, Colibri, Altergo, Z3. Parce qu'il faut s'entendre sur ce qu'on appelle un logiciel académique. Moi, je l'entends principalement comme développé par des chercheurs dans un but de recherche. Et donc, c'est le cas, par exemple, Colibri est développé au CEA. Donc, ce n'est pas une université, mais c'est un institut de recherche. Pareil, Z3 est développé à Microsoft Research, encore une fois, dans un but de recherche. Donc, je l'appellerai ici brique académique. Altergo, c'est un peu entre les deux. Donc, c'est aujourd'hui développé par une société qui a pris le relais d'INRIA, donc de la recherche, mais toujours avec beaucoup d'implications de recherche. Donc, par exemple, il commence une thèse en ce moment sur cet outil-là. Et alors, il y a des spécificités à travailler avec des briques académiques dans un outil industriel parce qu'on ne peut pas faire la même chose qu'avec des briques industrielles. Alors, ça se rapproche de certaines problématiques qu'on a avec les communautés open source autres, mais ce n'est pas les mêmes. Donc, par exemple, vous ne pouvez pas embaucher quelqu'un, un expert de la brique. Parce qu'en général, c'est un chercheur, il n'a pas du tout envie d'être embauché. Vous pouvez en général même pas le payer. C'est-à-dire que payer un chercheur pour qu'il développe quelque chose pour vous, c'est en général pas possible. Et donc comment on fait? Donc on a trouvé différents moyens de travailler sur ces années. Alors c'est quelque chose qui a évolué. Donc là, c'est toutes les briques dont j'ai parlé. Alors les différents logos, là c'est Y3, Altergo et les autres prouveurs. Et donc depuis 2010, on a intégré au fur et à mesure en fait, certaines de ces briques. On est parti avec 2 qui nous fournissaient la chaîne complète. C'est avec cela qu'on a travaillé au début. Et puis ensuite, quand on a sorti le produit en 2014, produit industriel, on a commencé à intégrer d'autres briques qui complétaient la solution. Et donc tout ça, en fait, on a continuellement collaboré avec les équipes qui développaient toutes ces briques depuis l'intégration. Donc ça évolue. Un des modes d'intégration les plus forts, c'est ce que j'appellerais le mode collaborateur. Donc c'est avec cette partie centrale Y3. On a commencé assez classiquement avec un projet collaboratif. Donc c'est les projets collaboratifs cofinancés par l'État, dans lequel ici il y avait même une thèse CIF, donc thèse co-encadrée entre l'industriel et l'académique. Et après cette période-là, en fait, où ça nous a permis de sortir le produit, on a continué à faire des projets collaboratifs, comme celui-là, là, un peu plus petit, mais surtout, ce qui nous a vraiment permis de travailler sur le long terme ensemble, c'est cette continuité d'un travail proche. Donc au début, c'était avec ce qui s'appelait les projets LabCom à l'époque. Et en fait, on a continué, même quand on n'avait plus le projet LabCom officiel, à maintenir ce laboratoire commun. Et ensuite, on a complété par un contrat de recherche. Et pendant tout ce temps-là, en fait, on a investi financièrement et fait des efforts ensemble. Donc c'est vraiment ce mode collaboratif, c'est on contribue de l'argent et on contribue des gens. Notamment, en fait, pendant toute cette durée-là, en fait, on paye l'INRIA pour faire des efforts, pour embaucher un ingénieur en particulier, un ingénieur R&D. Donc pendant toute cette durée-là, on a eu 5 ou 6 ingénieurs de suite qui ont pu travailler entre l'INRIA et nous pour faire cette collaboration proche. Et donc avec des sommes non négligeables, voilà, de l'ordre de 70 000, 75 000 euros par an alloués à l'INRIA pour faire ça.
Ce n'est pas les seuls efforts en termes humains dans le cadre de cette collaboration. En fait, depuis le début, donc moi je venais de ce labo de l'INRIA, CNRS, université, comme d'habitude dans l'université française. Et assez rapidement, il y a un autre ancien thésard de l'équipe qui nous a rejoint. Et puis la doctorante qui était en thèse ici a rejoint à la suite. Et donc on était 3 anciens doctorants de l'équipe. Donc voilà, il y a vraiment une collaboration proche qui permet cet effort humain et financier. Un autre type de collaboration, c'est ce que j'appellerais le mode sponsor. Donc ça, plus classiquement, comme sponsor, c'est surtout assurer le financement du projet. Et donc avec un de ces outils, là, Altergo, où on est en collaboration depuis le début, depuis 2010, on a commencé avec le projet collaboratif, avec l'équipe académique. Ensuite, cet outil il est passé chez un éditeur open source, OCaml Pro, mais avec quand même une forte composante académique, avec encore en fait, le thésard qui était dans l'équipe, qui a travaillé chez les industriels, mais qui était encore pour partie à l'université. Donc c'était un mixte. Et on a continué à faire des projets collaboratifs. Donc voilà, qui est une succession de financements qui maintiennent le projet à flot. Et y compris maintenant un contrat de support. Donc il y a un club qui s'est construit, un club avec principalement des industriels, mais pas que, et des instituts qui viennent supporter le projet financièrement avec des contrats qui vont un peu moins que ce que j'ai dit tout à l'heure, plutôt entre 5 000 et 25 000 euros par an pour supporter le projet. Et c'est la même chose pour d'autres briques, donc pour Colibri depuis 2021, c'est la même chose, on les finance aussi. Pour CVC5, donc c'est la dernière version d'un des prouveurs. Maintenant, Stanford a mis en place pareil, ce type de groupe industriel et nous, on y participe. Et le dernier mode, c'est le mode finalement le moins demandant, le mode utilisateur. Donc on l'a pour certaines briques, et on va expliquer pourquoi. Donc par exemple pour ce prover-là, Z3, qui est développé par Microsoft Research. Donc au début, il était développé même de façon propriétaire, donc nous, on n'y touchait pas. Et ensuite, il a été développé en open source. Donc là, on a pu l'intégrer, mais c'est développé par Microsoft Research, qui n'a a priori pas besoin de notre argent, qui non plus n'a pas plus besoin que ça d'incitation de notre part. Et donc, en fait, on se contente de collaborer au niveau des repos avec les équipes de développement, avec les quelques développeurs en fait, de cet outil, pour discuter de bugs, de discussions d'amélioration, etc. Mais sans plus d'intégration. Et donc, c'est la même chose pour des outils développés par des équipes académiques comme Coq, ou CVC4 qui était la version précédente de CVC5 qui elle aussi était développée par plusieurs équipes académiques aux États-Unis et où on avait ce type de collaboration assez peu demandante. Donc évidemment, suivant les modes, on n'a pas les mêmes bénéfices et les mêmes obligations. Donc juste pour distinguer un petit peu, les bénéfices, ils vont croissant quand on va de mode utilisateur à mode collaborateur, sans doute. Utilisateur, déjà, vous avez accès à des briques à l'état de l'art. C'est ça le principe des briques académiques. Mais avec un accès restreint, volontairement, sur l'expertise. Donc c'est principalement volontaire de la part des développeurs de ces briques. Après, quand on passe en mode sponsor, en plus, on a une influence quand même indirecte par les priorités de développement. Autour de ces clubs, on définit ensemble des priorités, puis ensuite le projet, on fait bien ce qu'il veut, mais va essayer de satisfaire le maximum d'utilisateurs. Et on a aussi un accès plus étendu, parfois contractuel, à l'expertise. Donc, pareil, autour de ce club avec Altergo, dans les contrats, on peut avoir plus ou moins de jours d'expertise dans l'année. Et ça nous sert pour satisfaire nos besoins parfois immédiats quand il y a un problème à résoudre sur la brique. Et en plus de ça, quand on va en mode collaborateur, là, on a vraiment une influence directe parce qu'on est inclus dans les développeurs, donc on peut contribuer du code. Ça c'est très fort en termes de direction de développement, quand vous faites vous-même une partie du code. Et aussi, on partage l'expertise. Donc toute l'expertise qui est dans l'équipe académique, on peut au fur et à mesure l'acquérir avec ce mode proche de collaboration. Quelque chose qui est très important pour nous industriels, alors peut-être encore plus dans le domaine là où on travaille, qui est de la preuve formelle mathématique de programme, c'est la qualité logicielle. On ne peut pas inclure un prototype, évidemment. Donc toutes ces briques dont je parle, elles ont vraiment une qualité industrielle. Alors comment est-ce qu'on suit ça et comment est-ce qu'on s'en assure ? Ça dépend aussi du mode. En mode utilisateur, c'est le mode classique. Vous pouvez faire du suivi de bugs sur une forge, vous pouvez rapporter les bugs. Et ensuite, vous pouvez décider d'intégrer des versions intermédiaires, des patchs individuels. En plus de ça, en mode de sponsor, là, on a des attentes spécifiques sur les corrections des problèmes.
on paye. Et en échange, on espère une certaine réactivité, une certaine attention à nos problèmes importants, disons. On a même possibilité de financer spécifiquement les améliorations de qualité logicielle. Donc, sur Colibri, une des briques les plus récentes, c'est ce qu'on a fait cette année. Voilà, on a payé 10 000 euros pour spécifiquement passer tous les tests d'une certaine suite de tests internationales, voilà, pour résoudre tous les problèmes qui étaient levés par ces tests-là. Et en plus de ça, après, quand on va en mode collaborateur, bah là, on est intégré vraiment au processus de développement. Donc, on fait partie des gens qui font des revues de code. On peut intégrer des tests supplémentaires. On peut même décider de renforcer la qualité logicielle par des changements de processus ou rajouter des tests, rajouter des revues pour les parties qui nous sont les plus critiques. Et enfin, dans l'autre sens, les obligations ne sont pas les mêmes aussi, évidemment. Donc, on va avoir de plus en plus d'obligations quand on est plus intégré. En mode utilisateur, c'est assez léger. C'est ce dont vous avez l'habitude si vous utilisez juste des projets open source sans avoir beaucoup d'interactions. Là, ce qui est intéressant spécifiquement aux projets académiques, c'est qu'ils aiment bien savoir ce qu'on en fait dans un monde industriel. Donc ça, c'est une vraie valeur ajoutée pour eux de voir quels sont les problèmes, quelles sont les attentes, quelles sont aussi les choses qui marchent bien. En plus de ça, en mode sponsor, évidemment, l'attente, c'est quand même de supporter financièrement le projet et ensuite d'aider à supporter le projet dans le futur. Donc, trouver d'autres sponsors. Et ça, ce qui aide, c'est de disséminer les résultats. Donc, ça peut être des blog posts, des articles académiques ou industriels. Ça, pareil, c'est très valorisé par les équipes qui en bénéficient. Et enfin, en mode collaborateur, là, on contribue quand même beaucoup plus significativement au projet financièrement. On s'engage en particulier sur le long terme. Donc, les contrats que j'avais montrés avec INRIA sur Y3, c'était à chaque fois des contrats de 3-4 ans. Donc voilà, ça nous engage. Il y a une certaine visibilité sur ce qu'on va contribuer financièrement en effort. Et quand même, pour contribuer, il faut vraiment mettre des efforts. Voilà. Il faut mettre des gens en face, embaucher des gens, embaucher de l'expertise et contribuer du code, des tests. Donc là, c'est vraiment la collaboration fine. Donc si on essaye de juste visualiser ça sur un tout petit automate, notre expérience sur ces quelques 12 ans, c'est que, voilà, suivant l'importance de la brique pour notre produit, on a décidé d'un différent mode. Donc si la brique, bon, elle ne décide pas d'évolution, bah, on va juste être utilisateur, mais ce n'est pas vraiment le cas le plus courant. Le cas le plus courant, c'est que, bah, avec une brique académique, on ne peut pas forcément diriger les évolutions. Si l'équipe a son propre agenda de recherche, ses propres intérêts, on va juste pouvoir être utilisateur de la brique telle qu'elle est, mais pas forcément bouger plus les choses. Par contre, si c'est possible parce que le projet académique a décidé de mettre par exemple un club en place pour les utilisateurs industriels, ben là on peut décider, voilà, est-ce que c'est vraiment essentiel, donc ça c'est le cas pour nous avec Y3, c'est au cœur de la solution, on ne peut pas vraiment le remplacer. Donc là, on va se mettre en mode collaborateur, c'était le cas dès le début. Et sinon, c'est pas essentiel, c'est-à-dire qu'on veut vraiment en profiter de cette brique et dans le futur et de ses évolutions, on va plus se mettre en mode sponsor et donc favoriser les évolutions qui vont dans notre sens, favoriser la qualité logicielle, mais sans avoir besoin de tous ces efforts et ce financement quand même plus grand pour le mode collaborateur, qu'on réserve finalement parce qu'on n'a pas non plus un argent et des efforts infinis. Tout ça pour finir par le fait que l'avantage principal de toutes ces collaborations, c'est comme de faire émerger, si possible, un écosystème open source qui inclut les briques académiques. Donc ça a plein d'avantages, donc je ne vais pas les lister plus que ça. Nous, voilà, c'est le genre d'avantage qu'on a trouvé à faire émerger ce genre d'écosystème. Il y a des standards du coup, qui se mettent en place, ça permet de remplacer les solutions ou de les faire collaborer plus finement. Quand il y a une solution qui est adoptée dans une brique, ben, on peut l'adopter peut-être dans l'autre du coup. Évidemment, plus il y a du monde dans un écosystème, plus ça attire de nouveaux entrants. Alors des fois, c'est même des concurrents, c'est pas un problème. On a cette situation de coopétition, donc ce mot valise entre coopération et compétition, avec d'autres gens, d'autres entreprises qui ont rejoint un peu l'écosystème global. On verra une image après. Et ça nous fait du bien. C'est pas grave si sur une affaire donnée, on va perdre face à un de ses compétiteurs. Ça renforce quand même globalement la pérennité de toutes ces technologies parce qu'elles sont utilisées par d'autres, la compétence expertise parce qu'il y aura plus de monde qui sait faire tout ça, et puis voilà, avoir plus de cas d'usage que juste les nôtres à nous. Et donc,
les modes d'interaction que moi j'ai décrits brièvement, c'est ceux qu'on a constatés avec ces différentes briques qu'on utilise dans ce produit, mais il y a évidemment pair à pair, on a un peu toutes sortes d'utilisations un peu mixtes. Et là, je voulais juste vous montrer ces projections en fait, de l'écosystème. Donc on voit là sur CVC5, ça c'est le centre à Stanford qui développe CVC5. Voilà, on se retrouve dans un écosystème avec Amazon par exemple. Ici pour le club Altergo, on retrouve Trustinsoft qui est un de nos coopétiteurs qui fait une solution similaire pour d'autres langages. Et pareil autour du consortium Y3 qu'on appelle ProfiNews, alors on retrouve un peu les mêmes et puis d'autres. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on vise à favoriser avec ces collaborations académiques. Donc juste pour finir, nous, on trouve que c'est possible de faire vivre un logiciel industriel. Là, ça fait 12 ans, donc ça commence à faire. Avec des briques académiques fortes. Et c'est possible dans plusieurs modes différents. Et pour nous, le mode utilisateur, c'est bon, la brique, elle est utile, on va l'utiliser. Le mode sponsor, c'est qu'on va pouvoir changer demain la brique utile. On va pouvoir influencer sur son évolution. Et on va réserver le mode collaborateur au cas où vraiment on va devoir demain fabriquer la brique qui sera utile. Et donc là, on n'a pas le choix, il faut qu'on y aille à fond. Voilà, merci pour votre attention. Je vous libère. Je suis très content de répondre à une de vos questions si vous avez. Ah oui ? Oui, en termes de licence, derrière tous ces différents modes, ouais. Quel type de licence Alors ça, comme c'est des logiciels séparés, ils peuvent avoir des licences tout à fait distinctes. Et donc c'est le cas. Nous, on est en GPL, V3 pour tout ce qu'on produit nous. Mais si je reprends le graphique initial, il y a plein de licences différentes. Donc Z3, il est en MIT. Coq, j'imagine que c'est GPL. Altergo, c'est en C-C. CVC5, de mémoire, je ne sais plus. Mais c'est peut-être MIT. Et donc ça, ce n'est pas un problème parce que c'est vraiment des logiciels différents qui juste s'interfacent au sein de l'orchestration. D'accord, donc il n'y a pas de corrélation entre la typologie de la licence. Ah oui, non, pas du tout. Oui, c'est vrai. Non. Nous, on fait de l'open source à d'accord de toute façon. Après, on a différentes licences suivant les produits, surtout quand on intègre des briques qui viennent de l'extérieur. Et ce n'est pas un problème. Voilà, ça cohabite bien. Ce n'est pas des librairies. Il n'y a aucun problème à avoir différentes licences sur différents outils qui sont orchestrés. Ouais. Est-ce que les cadres de collaboration étaient déjà prêts du côté académique quand vous êtes arrivé en leur disant on veut collaborer, ou est-ce que vous avez dû... Non. Ah ouais, non, c'est toute la construction. Donc, par exemple, ça là, c'est super de voir cette grande ligne là où on collabore, on a toujours un ingénieur en permanence. Et en fait, ça a été quand même des luttes quoi, à chaque fois de notre côté pour savoir, attends, mais est-ce que vraiment on veut dépenser tout cet argent ? Du côté INRIA, entre l'équipe INRIA, où ils ne sont pas forcément tous d'accord, hein, c'est une équipe INRIA, CNRS, Université, Paris-Sud, multitutelle, il faut que les tutelles aussi s'entendent en plus des chercheurs, et il faut que le service de transfert de l'INRIA soit d'accord, qui change aussi d'avis. Oui. Alors après, il y a des délégations de tutelle, c'est-à-dire que le CNRS et l'université, là, délégué à l'INRIA la négociation pour cette partie projet, labo commun. Mais à chaque fois, la question se pose. À chaque renouvellement, est-ce que vous êtes bien d'accord ? On vient de le faire récemment là, pour un nouveau projet donc, qui se poursuit derrière. On vient de déposer un projet qui ressemble à ces formats-là. Avant, c'était FUI. Maintenant, c'est IDEMO, ça ressemble. Ça se prête bien à la collaboration industrielle, académique autour justement d'écosystèmes. Locaux en plus, il y a une composante IDEMO régionale qui s'y prête bien. Mais pareil, on a eu le même problème. Le CNRS ne donnait pas son accord. Ça a été un peu la dernière semaine qu'on a eu l'accord du CNRS pour que l'INRIA fasse délégation. Bon, vous avez ça. L'expérience, c'est effectivement la partie la plus compliquée. Négocier avec les gens qui gèrent l'API dans les de recherche, c'est autrement plus compliqué que de le faire avec n'importe quelle grosse boîte. Ouais. On se dit, c'est les plus rares des gens. Et non, c'est beaucoup plus difficile dans la recherche. Ouais, non, c'est vrai. Ça peut être très compliqué. Ça aurait pu faire capoter cette expérience-là, faut être honnête. Là, il se trouve qu'à l'INRIA, il y avait des gens qui comprenaient bien les licences libres, qui acceptaient le fait qu'eux, ils gardent l'API et on paye pour le temps de chercheurs. Et c'est quand même pas un objectif de
faire la culbute financière en nous vendant l'accès ou l'expertise, mais plutôt c'est vraiment dans la mission de l'INRIA et CNRS Université de faire ces transferts-là, de vérifier que l'industriel quand même paye pour ce qu'il utilise, mais ils ont vraiment joué le jeu et c'est ça qui a permis que ça marche. Ouais. En plus, donc il y avait Patrick Moreau qui a été au début de ces négociations que j'ai vu là sur le salon. Là, c'est INRIA Saclay. C'est Université Paris-Sud, c'est CNRS INRIA, c'est une des équipes là-bas. Voilà, merci de votre attention.